Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec l'équipe. Mesdames, Messieurs, l'équipe est là. Et là, on touche directement le dossier d'Haïti, parce que Haïti était à l'honneur aussi à l'occasion de cette visite de Joe Biden. Parmi les premières priorités de cette rencontre était Haïti et la décision qui en est sortie du côté de Justin Trudeau, c'est beaucoup d'argent pour la PNH, pour aider la PNH. Du côté de Joe Biden, c'est non. Peut-être qu'il y a une possibilité d'une force d'intervention en Haïti, mais rien n'est sûr. Pour l'instant, c'est encore le statu quo. Alors, messieurs, moi, après cette annonce de Justin Trudeau, du côté des Haïtiens, j'ai entendu quelques réactions, mais malheureusement, vous ne serez pas d'accord avec ces réactions multiples. On est déçus. Malgré l'annonce de beaucoup d'argent, 100 millions de dollars pour la PNH, c'est beaucoup d'argent qui aurait pu aider à résoudre le problème. Mais quand on dit 100 millions de dollars, est-ce qu'il s'agit d'argent sonnant et trébuchant? Est-ce qu'il s'agit d'équipements? On annonce, est-ce qu'il s'agit de beaucoup de formations? Avec les formations, les argents s'envolent et vite, n'est-ce pas? Et ça revient vite au Canada avec la formation, parce que c'est la formation canadienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus d'urgence dans le dossier d'Haïti. Bon, tu as cette démission du Canada qui refuse que ça porte son nom. D'abord, quand on parle de 100 millions, il faut qu'on rappelle que c'est 100 millions de dollars canadiens. Avec, 100 millions. Avec ce que ça a aussi comme considération. Je viens de faire un transfert, donc je sais ce que ça représente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a toujours l'échelonnement de ces dons annoncés. Et il faudra qu'on regarde, comme je le fais souvent, qu'est-ce qui avait déjà été donné, quelles sont les annonces qui sont reprises à l'intérieur de ce qui est présenté comme de l'argent neuf. Hein? Et puis la troisième chose, le Canada veut se donner une bonne conscience par rapport aux critiques qu'on est en train de faire sur le fait que, en fait, le dossier d'Haïti n'est pas un dossier prioritaire pour le Canada. Moi, je crois que, au-delà de toute considération, que aujourd'hui, le Canada s'éloigne de plus en plus d'une solution qui puisse mettre fin à la violence exercée par les gangs armés. J'ai entendu Sébastien Carrière parler de policiers canadiens qui sont sur le terrain pour encadrer, pour aider, etc. Et là encore, ma critique sera la même. Le Canada semble y aller de sa propre initiative ou de ses propres initiatives. Il n'y a aucun bilan. C'est comme quand on parle de l'avion. Quel est le bilan de l'avion? Rien. Il n'y a aucun bilan par rapport aux bateaux non plus. Les bateaux vont et reviennent sans qu'il n'y ait de points spécifiques autour de la mission, de ce qui a été fait. Vaguement, on dira qu'ils ont fait des points de repérage, etc., etc. C'est la même chose à la faveur, dans la foulée d'une intervention sur l'aide annoncée par Justin Trudeau. Sébastien Carrière va parler de formateurs canadiens qui sont sur le terrain, mais personne n'était au courant. Depuis quand? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est dans quelle perspective? Quel est l'agenda? Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que vous voulez nous convaincre que vous voulez faire quelque chose en Haïti, que vous voulez faire quelque chose pour débloquer la situation en Haïti. Le minimum serait d'en discuter avec des Haïtiens.
serait de mettre des Haïtiens au courant de ce qui est en train de se passer réellement. Je ne demande pas qu'il y ait de débat sur la place publique, parce que s'il y a quelque chose, c'est toujours une aberration que de demander de faire un débat sur des questions de sécurité, comme par exemple faire un débat comment on va détruire les gangs armés, mais un débat public, en discutant avec tout le monde. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire, s'il y a une perspective, il faut que cette perspective soit bien définie. Aujourd'hui encore, au lendemain du passage de Joe Biden, moi j'estime qu'on est encore à la case départ parce qu'on est encore au stade des promesses. Et Dieu seul sait qu'au fil des derniers mois et des 2 dernières années, les promesses se sont toujours révélées des mirages, un mirage par rapport à Haïti. Plafond de verre. Absolument. Bon, j'espère en introduisant le sujet à parler des réactions des uns et des autres, comme quoi il y en a qui étaient déçus, peut-être d'autres qui sont enchantés. Moi, dans mon cas, je suis plutôt triste. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où un pays qui s'effondre, qui rentre, comment on dit ça, dans les entrailles de l'insécurité, de la misère, de tout ce que tu veux, et qu'on compte sur un pays pour venir nous sortir de là. Donc ce pays-là, d'abord qui est déjà lui-même pris avec des problèmes beaucoup plus grands sur le plan international. Donc en forçant le Canada à prendre l'initiative en Haïti, mais on oublie que le Canada en soi n'est pas le maître de la situation. Le maître de la situation, c'est honteux de le dire, c'est les États-Unis. Regardez tous, on parle de 100 millions, on va mettre les 100 millions de côté pour aller plus loin dans l'affaire. Regardez, le Premier ministre est allé à la réunion au sommet des pays de la CARICOM. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il dit, nous, en tant que Canadiens, on est prêts à prendre le commandement des troupes étrangères, mais par contre, nous n'enverrons pas nos propres citoyens dans la boue de Cité Soleil ou un peu partout. Sur ce point-là, les Antillais peuvent le faire. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Trudeau a été vite remis à sa place que niet, aucun soldat de la CARICOM va mettre le pied en Haïti. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis et le Canada, ils sont tellement impliqués dans les affaires intérieures d'Haïti depuis presque la chute de la dictature, maintenant qu'ils sont pris à leur propre piège. Donc, que le gouvernement du Canada décide de mettre 100 millions, même si c'est 1 milliard, qu'est-ce que ça va faire? Comme Manon a dit, est-ce que c'est de l'argent, c'est des promesses qui ont été faites depuis 2 ans, qui sont réactualisées? Et puis, qu'est-ce qui se passe avec 100 millions pour... Est-ce que c'est pour l'achat des armes? On sait que le gouvernement d'Haïti avait commandé pour l'équivalent de 12 à 15 millions de dollars d'armement militaire au Canada depuis au moins 2 ans. Ça rentre au compte-gouttes. Donc, c'est-à-dire que il y a un problème. Qu'est-ce que le Canada veut faire avec ces 100 millions? Est-ce que c'est 100 millions qui va être géré par le gouvernement ou bien par le Canada lui-même ou par les Nations Unies? On n'en sait rien. Donc, voilà. C'est comment on dit ça? C'est une annonce qui est faite pour calmer un petit peu les esprits. Mais ça ne calme rien, là, parce que les gens sont vraiment au fait de la situation, et surtout quand on parle des gens en Haïti qui vivent la chose au quotidien. C'est bien beau d'être à l'étranger. Nous avons manifesté hier, pas comme je le voudrais, mais les Haïtiens sont sortis hier, sont sortis toute la semaine, mercredi, jeudi à Ottawa, je crois, oui, pour dire leur ras-le-bol d'une situation, et pourtant, ça n'a pas eu d'écho significatif auprès des 2 dirigeants. Mais il faut se poser la question, mais qu'est-ce que les Haïtiens veulent? Est-ce qu'on veut une intervention en Haïti? On a dit non. On a dit non. Majoritairement, les Haïtiens disent non, pas d'intervention étrangère en Haïti. Alors, on devrait se réjouir du fait que le Canada décide de ne pas y aller avec une force étrangère militaire en Haïti. On devrait s'en réjouir, non? Moi, je te suis à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'il faut qu'à un moment donné, que
le gouvernement haïtien, quel que soit ce qu'on en pense, puisse mettre ses culottes et d'agir en mettant de l'avant un plan pour résoudre ce problème des gangs et par la suite mettre en place, soit en légiférant, soit en... Mais Henri, le gouvernement n'a pas de culotte. Ben voilà. Non, voilà. Tu te retrouves les culottes baissées et puis à terre et puis ça n'existe. C'est un gouvernement qui n'existe pas, qui existe de nom ou dans la tête de Justin Trudeau et de Joe Biden. Là. Mais ils font tout avec ce gouvernement. Ah ben oui, il n'a pas de culotte. Tu comprends? C'est facile. Et puis, hein? Jean Pierre, tout à l'heure, Mano a parlé de monsieur Carrière. Il faut souligner que c'est l'ambassadeur du Canada en Haïti. Ah. Il a fait une déclaration en disant, nous par rapport à l'armée d'Haïti. Nous, on ne connaît pas l'armée d'Haïti. Nous, c'est vrai. On connaît la police, on va donner tout. Mais écoutez, l'ambassadeur vient se mêler le pied dans... C'est une force reconnue par la Constitution haïtienne. Ouais. Là-dedans, est-ce que dans les 100 millions en armement, bon, un petit peu, est-ce qu'il y a une partie qui s'en irait aux forces armées? Parce que la police haïtienne, en elle-même, n'est pas capable de le faire. D'abord, divisé. Voilà. Il est divisé d'abord entre 50%, un syndicat, le SINAPOA, 50% qui défend vraiment les intérêts des policiers, et un autre, le syndicat national, qui est plus proche des hommes politiques et de l'oligarchie, et que c'est ces gens-là qui étaient prêts à aller cueillir le président chez lui, tu te rappelles. Donc, c'est-à-dire que la police nationale en elle-même, il faut qu'on fasse une sorte de vetting pour enlever tous ces policiers, des gens qui font partie de l'ancien fantôme 609. Alors, tu peux pas aller nulle part avec des gens comme ça. Quand on dit Gessler, il faut qu'on... Et là, qu'on fasse ce nettoyage au sein de la police. Qui va faire ce nettoyage? Qui a l'autorité de faire ce nettoyage au sein de la police? C'est à ce point pourri qu'on se dit que, vous et moi, en regardant, en analysant la situation, on se dit, peut-être qu'on aurait besoin de gens de bonne foi qui viennent travailler avec nous pour, entre guillemets, dans une forme de coopération, parvenir à extirper, à enlever la mauvaise graine de cette police nationale et de recommencer à neuf et de faire quelque chose. Mais tant et aussi longtemps qu'on dise que c'est ces gens-là qui sont aux commandes du pays, qui n'ont pas été choisis par aucune élection, mais qui dirigent de fait, et qui se confortent d'avoir des bandits au sein de la police nationale. Mais qui va faire le nettoyage? C'est à ces mêmes gens-là qu'on demande de faire le nettoyage? Je ne suis pas d'accord parce que, c'est le rôle de la BINU, du BINU. C'est-à-dire, tu te rappelles, lorsque la composante militaire et policière a quitté Haïti à peu près 5 ou 6 ans, ils l'ont remplacé par une force de formateurs. C'est-à-dire que le BINU, son rôle, c'est d'accompagner la police nationale avec de la formation, etc. Mais c'est sous ce même BINU que la police se trouve divisée en 1000 morceaux. Donc, le BINU a échoué, c'est-à-dire c'est les Nations Unies qui ont échoué. Les Nations Unies ont échoué sur toute la ligne et dans toutes nos analyses. Le BINU c'est la dernière... C'est la suite. C'est la traînée de poudre des Nations Unies. Et ce qu'il faut souligner, et c'est là où c'est important de maintenant essayer de s'asseoir et discuter des perspectives. Je suis d'accord avec toi, par exemple, tu évoques la nécessité qu'il y ait un nettoyage au niveau de la police. Est-ce que c'est maintenant qu'on va faire le nettoyage au niveau de la police quand tu es passé de 15 000 hommes à 9 000 et le temps de le dire, et Jean-Ernest cette semaine me rappelait que peut-être que c'est encore beaucoup moins avec le passeport Biden, le programme Biden. Ok. Est-ce qu'il faut pas déterminer les priorités dans cette lutte qu'on veut? Non, Jean-Emmanuel, essentiellement,
C'est, à un moment donné, nous avons entendu des discours et des discours hier à la manifestation. Et puis, des gens encore dans notre communauté qui sont partagés. Mais à un moment donné, il faudrait s'asseoir et savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Exemple, d'abord, il y a une urgence, c'est de déguerpir ces bandits-là qui font la loi. Et je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'ils font. Vous le savez aussi bien, peut-être mieux que moi, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que nous sommes capables seuls à déguerpir les bandits de Port-au-Prince? Et on me dit de plus en plus dans le sud, les Cailles particulièrement sont touchés, n'est-ce pas? Il y a des bandits qui font la loi dans le reste du pays aussi. On a tendance à dire c'est seulement Port-au-Prince. C'est pas seulement Port-au-Prince. Alors, moi, je suis bien conscient que la communauté internationale n'est pas chaude à l'idée d'envoyer des soldats, des policiers en Haïti. Ouais. Mais je dois aussi me dire qui est-ce que j'ai sur le terrain pour faire ce travail-là. Si j'ai des gens compétents pour faire le travail et qu'ils ne font pas ce travail-là, c'est des gens de mauvaise foi, là. C'est des gens de mauvaise foi. Je préfère croire qu'on n'a pas les moyens de faire le travail. Et si on n'a pas les moyens, est-ce qu'on laisse le statu quo? Ça veut dire que depuis le temps que Justin Trudeau, ça veut dire environ 4 mois, hein? 4-5 mois, a laissé entendre qu'il pouvait prendre la tête d'une force. Et là, il y a eu un moment d'hésitation au sein des bandits. Les bandits n'ont plus arrêté les camionnettes de Carrefour pour rançonner, etc. Mais assez vite, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de la poudre aux yeux et que Justin Trudeau roulait les Haïtiens dans la farine. Et là, ils sont revenus en force, avec plus de brutalité, plus de férocité. C'est les viols qui continuent, les assassinats et tout ça, de sorte que ce pays-là soit devenu... Moi, quand je prends tout ça, je me dis que la communauté internationale est complice de quelque chose. Complice, on peut être complice par action, on peut être complice aussi par omission, par inaction. Moi, 100 millions de dollars, canadiens ou américains, Jean-Emmanuel, ça ne règle pas le problème. Si vous ne vous asseyez pas avec un groupe, c'est pas l'argent le premier là, un groupe de gens et de faire une feuille de route en disant nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous allons faire ci. Hein? Je ne demande pas au Canada de décider là, mais avec des Haïtiens, on vous dit voici nos besoins, voici, voilà. Mais là, jusqu'à présent, moi, je trouve que Justin nous passe dans Tintin. Tu parles de Justin. Moi, Tu parles de Justin. Écoute, tout le monde sait que il y a à peu près 12 à 13 groupes qui importent des armes en Haïti. Toutes ces armes viennent des États-Unis. Voilà. Si les États-Unis ne prennent pas une décision pour arrêter dans les douanes, dans les ports américains, le départ de ces armes pour Haïti, eh ben on se retrouvera toujours avec des armes aux mains des bandits. Henri, on va faire Allez, la pause. excuse-moi, Bon, au retour, Henri. on va recommencer désolé, Henri. avec le Non, dossier. c'est bon. On va recommencer avec le dossier. Haïti, mesdames, messieurs, on fait la pause commerciale. On revient pour la suite dans un instant. CPAM, radiounion.com, pour vivre son ethnicité en français au Québec. 1410 AM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec Henri, Jean-Emmanuel Gessler et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Dernière partie, mesdames et messieurs. Alors, on parlait, je veux, avant de regarder le dossier de Jovenel Moïse, aller avec... Et d'autres sanctions, terminer avec le Canada, avec les sanctions qui sont prises par d'autres, contre d'autres. Mais donc, on va permettre à Henri de terminer. N'étant pas expert de la situation haïtienne, j'aurais une suggestion, une piste de solution. Hein. La première, c'est qu'il y ait réunion au sommet en Haïti avec les personnes concernées où on active le judiciaire. Une fois que c'est activé, hein, mais on fait ça en catimini, hein, on n'en parle pas. Une fois que le système judiciaire est prêt, on émet des mandats d'arrêt, hein, où on demande aux gens des gangs de venir déposer leurs armes, hein, et puis ensuite on leur demande, hein, de venir se livrer à la justice. Pendant ce temps, mais attendez, et c'est là que ma proposition devient radicale. C'est que pendant ce temps, pour préparer le terrain, on embauche, comme fait la Russie et d'autres pays, on embauche des fantassins. Moi, je les appelle des fantassins. Et puis, une fois que les mandats d'arrêt ont été livrés, on dit aux fantassins, écoutez, nous cherchons... Mort ou vif. Mort ou vif, on règle ce problème. C'est une solution cowboy. Cowboy, bon. oui, c'est radical. Alors, cela dit, moi, j'ai déjà pensé à cette solution, mais quand tu avais encore les moyens de le faire, c'est-à-dire, il n'y a personne qui peut voter une loi maintenant, là. T'as pas d'élu. Raison de plus. T'as pas d'élu. Raison de plus. Non, mais maintenant, c'est vraiment... Tu es dans un flou intéressant. Au contraire, je suis d'accord avec Henri. Non, tu n'arrêtes personne. Là. Je veux dire, tu les élimines. Mais il y a cette dame qui, hier, à la manifestation, justement, m'a souligné une chose. Elle me dit, Monsieur Emmanuel, vous vous rendez compte que les gens sont allés chercher Ben Laden dans un trou parmi plusieurs personnes qui étaient là, etc. Cette capacité d'identifier clairement l'individu. Et comme toi, tu aimes souvent souligner le fait qu'ils n'ont absolument aucune peur de se montrer en public. Parce on que les connaît tous. Ben Laden a mis l'intégrité du territoire américain en danger. Il était devenu l'ennemi numéro 1 pour les Américains. Ah non, ça, Joe c'est Biden a déjà dit, même si Haïti brûlait et torchait, ça ne dérangerait pas un pli quand il était alors pourquoi veux-tu comme sénateur. Que je discute de la question américaine. Non, mais regardons au contraire ce que les Américains font ou ce qu'ils ne font pas et pourquoi ils font ou ils ne font pas. Exemple, moi-même j'ai été le premier à applaudir que la justice américaine se soit mêlée du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse en disant que de la justice haïtienne dont parle notre ami Henri. Henri, permets-moi de rire de toi. Non, c'est correct. Mais n'oublie pas, j'ai bien dit avant, je ne suis pas un expert de la situation. Non, parce que les mandats, c'est papier, et c'est les armes de Tilapli. Mais Henri parle de notre pays, il ne parle pas d'Haïti. Voilà, il parle de notre pays véritablement. Je parle d'Haïti, justement. Mais c'est l'autre Haïti, et pas l'Haïti d'aujourd'hui. Cela dit, alors, je croyais que en prenant le dossier des assassins présumés ou des complices dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, que les Haïtiens avaient une chance. En prenant, c'est les Américains qui ont pris le dossier, n'est-ce pas, avaient une chance d'en savoir un petit peu plus. Comment Jovenel Moïse a été assassiné, pourquoi Jovenel Moïse a été assassiné, qui a commandé l'assassinat de Jovenel Moïse, etc. C'est des questions extrêmement importantes et brûlantes pour savoir est-ce que la chose peut se refaire avec un autre président. Parce que moi, je me pose la question, comment est-ce que Martine Moïse, ça c'est une parenthèse, qui a vu son mari se faire assassiner en étant président, comment elle peut oser vouloir aller
à ce rôle de président parce qu'on n'a aucune difficulté à assassiner un président. Donc, une présidente qui gêne peut être assassinée sans aucune difficulté. Alors, question de savoir ce qui s'est passé véritablement. J'ai applaudi parce que la justice haïtienne n'existe pas et tu feras n'importe quoi là. Peut-être dans 10 ans, il y aura un embryon de justice haïtienne. Mais pour l'instant, là, il y a tellement de choses à régler. Salaire des juges, salaire de tous les intermédiaires au sein de la justice, etc., etc., pour qu'ils soient en mesure de ne pas se faire soudoyer par des bandits qui sont très riches, etc., etc. Mais maintenant, je viens de perdre une autre virginité, messieurs. Imaginez que M. Jarre, et c'est peut-être le début d'une série de ceux-là qui vont faire la même chose que lui, il a décidé de plaider coupable. Alors, contrairement à Henri qui se dit que peut-être que Jean-Ernest ne sait absolument rien dans des questions juridiques. J'ai pas dit ça. Hein? Non, peut-être. Henri, à partir du moment où par exemple, à la radio, il y a un bandit qui a mis le feu à cette radio-là, n'est-ce pas? Et on l'a pris. Il a plaidé coupable et ça m'a empêché de savoir, de même questionner pour savoir, parce que ce monsieur-là n'avait absolument rien, théoriquement n'avait rien contre lui-même, là, contre la radio. Il aurait dû avoir été payé pour faire ça. Il a été probablement payé, mais en plaidant coupable, on ne sait rien. Alors, M. Jarre, qui plaide coupable, on ne saura rien. Il accepte tout simplement d'avoir participé, d'avoir collaboré à ces gens qui ont tué. Il va obtenir peut-être, étant donné que c'est un complice, il n'a pas tué, il n'a pas été en premier sur le terrain à tuer, il va obtenir une peine, une sentence, je dirais pas bonbon, mais au bout d'un certain temps, il sera libéré, mais on ne saura absolument rien. Et on peut prédire qu'il va y avoir d'autres à vouloir suivre M. Jarre, suivant des ententes avec la justice américaine, et on ne saura pas ce qui s'est passé réellement. Mais sauf que il paraît qu'il y a quelqu'un à Miami, un correspondant d'une radio haïtienne à Miami, qui a fait une synthèse du compte-rendu qu'a fait le journal Miami Herald par rapport à la décision de Jarre de plaider coupable. Jarre a dit clairement a reconnu devant les juges que c'est lui qui avait donné l'argent pour que les policiers qui montaient la garde dans la maison du président quittent quelques heures avant l'arrivée des mercenaires colombiens. Donc il a reconnu avoir donné de l'argent, au moins $130,000, et aussi avoir hébergé dans sa maison les Colombiens et leur donner à manger. Donc c'est-à-dire que on sait que on ne compte pas sur la possibilité que la justice haïtienne qui n'existe pas intervienne là-dedans, mais les gens sauront aussi que la vingtaine de policiers qui ont été arrêtés et puis qui avaient plaidé non coupables, maintenant on sait qu'ils avaient reçu de l'argent pour se pousser quelques heures avant l'arrivée des... Une chose qui est importante. Non, c'est important ça. Une chose qui est importante aussi, là, c'est Jean c'est-à-dire il a plaidé coupable sur tous les chefs d'accusation, n'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce que Jean était seul? Est-ce que Jean avait quelqu'un par-dessus lui? C'est ce quelqu'un-là, cet intervenant-là, officiel ou non officiel, qu'on aimerait savoir. Est-ce qu'il y a des officiels américains à avoir trempé dans ce meurtre-là, cet assassinat de Jovenel Moïse? Ça, on a besoin de savoir, et on aurait eu beaucoup plus de chance
s'il devrait y avoir un procès, mais il n'y en aura pas. Dans le cas de Jarre, là, il n'y en aura pas. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans toute cette démarche. Moi, je suis prudent par rapport à ce qu'on est en train de nous servir. On connaît la politique de négociation de peine. On sait aussi que dans le cas d'un assassinat politique, comme dans le cas de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a beaucoup de secteurs qui sont nommés, l'implication des suspicions légitimes sur des services américains qui sont, et de plus en plus, des suspicions qui se confirment de plus en plus, par rapport à l'implication, par rapport à la tendance du faire du cover-up, par rapport à ce qui s'est passé réellement. Et je crois que il faut prendre le témoignage de Jarre pour ce que c'est. C'est clair que dès les premiers moments, le nom de Jarre a été cité, il s'est enfui, on l'a procédé à son arrestation, etc. Il encourait 30 ans de prison, là avec la possibilité de collaborer. Quand on vous dit vous collaborez et que vous passez de 30 à 10 ans, il y a de fortes chances que vous alliez dans le sens de ce que l'enquête voudrait qu'il sorte aussi. Moi, dans le cadre de cette enquête, je reste tout simplement ouvert, le journaliste que je suis, pour informer les gens, etc. Mais quand vous me demandez mon opinion, je dis que il faut systématiquement... Mon opinion d'haïtien. C'est ça, il faut systématiquement rappeler le fait que, c'est de plus en plus confirmé qu'il y avait des agents du FBI qui étaient à des réunions, etc. On dit par la suite que c'était des informateurs. Quelqu'un qui a pu influencer l'attitude du FBI par rapport à un président de la République pour dire que ce monsieur a même essayé, le dernier qu'on a arrêté, a même essayé, j'oublie le nom pour le moment là, le nom est dans ma tête mais pas dans ma bouche, et il a essayé de mener le FBI sur le terrain là, sur le terrain du renversement du président, etc. Tu as une série de témoignages également sur l'implication de la DIA, et on va nous dire une fois de plus que c'était des informateurs plus que des agents, etc., etc. Donc c'est pas innocent que quand ils sont arrivés et qu'ils ont dit que c'était une opération de la DIA, en montrant des badges de la DIA, etc., c'est quelque chose de très bien monté. Et on est en train de nous présenter un scénario tout aussi bien calculé, mais en même temps, il ne faut pas se montrer trop naïf par rapport à ça. Mais il faut aussi savoir que c'est un procès qui se procède par petits pas. Donc, c'est-à-dire, c'est pas vrai que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va savoir qui a fait. C'est-à-dire, on ne saura jamais. Peut-être on ne saura jamais, mais par contre, il y a des indices de plus en plus qui conduisent à des gens, à des financiers. Donc, d'abord, il faut savoir que c'est depuis 24 mois, là, 20 mois, c'est le premier accusé qui a reconnu sa culpabilité. Donc, c'est-à-dire, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le plea bargaining. Lui, là, il faut négocier sa peine. Eh bien, il faut qu'il passe à table. Bon, il est passé à table. Donc, on ne sait pas parce qu'il y a 3 semaines, Jean-Pierre, peut-être que je ne suis pas le dossier, il y a 3 semaines, il y a la justice ou bien le FBI qui s'occupe de ce cas à Miami. Il y avait sorti une note pour dire que désormais, les gens n'auront plus accès aux informations sensibles qui sortiront de ce procès. C'est-à-dire qu'ils vont le garder pour eux. Donc, c'est-à-dire que les médias ne pourront plus divulguer ces informations. Mais par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe d'avocats de l'ancien président, ils connaissent le système américain très bien, donc c'est-à-dire ils sauront quoi faire. Alors on dit tout ça parce que Jean-Emmanuel l'a effleuré, comme je l'ai dit aussi. Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a quelqu'un qui l'a commandité. Oui, on voit Jarre sur le terrain, c'est pas un deux de pique, il fait partie des bourgeois, comme des gens qui possèdent beaucoup d'argent, des oligarques, qui pourraient avoir intérêt à la disparition de Jovenel Moïse. Il dit qu'il a fait, etc. Mais la question, encore une fois, parce que à partir du moment où on donne l'exemple que ces gens-là qui auraient commandité d'eux-mêmes, de manière autonome, l'assassinat de Jovenel Moïse, puissent être jugés, bon, ça serait un précédent
qui indiquerait que d'autres personnes de la communauté des Haïtiens en Haïti qui voudraient commanditer l'assassinat d'un président pourraient se retrouver dans la même situation. Mais maintenant, on sait que les États-Unis pourraient avoir intérêt à ce que le président disparaisse. Moi, j'aurais aimé avoir, et quand on dit les États-Unis, ça ne veut pas dire le président américain. Exact. Mais on a cité le nom du FBI, on a cité la FDA. Est-ce que je vais avoir un procès qui va me permettre de savoir quelle a été l'implication? Quand l'implication de la FDA, l'implication du FBI, quand quelqu'un nous dit du FBI que qu'il y a quelqu'un qui travaille, un Haïtien qui travaille comme informateur pour eux, qui leur a parlé du dossier, qu'on ne prenne pas ce dossier-là suffisamment au sérieux. Imaginez que quelqu'un dirait tout simplement qu'on a l'intention d'assassiner le président des États-Unis pour voir si on laisserait partir cette personne-là sans prendre en considération l'information, sans faire ce qu'il faut pour aller savoir qui est derrière tout ça. On laisserait assassiner le président des États-Unis et suivre le dossier après, non? On parle de deux pays différents. Mais sauf que, comme je dis, c'est la politique des petits pas. Donc, c'est-à-dire que si Jarre a reconnu avoir soudoyé des policiers qui montaient la garde pour qu'ils se poussent, mais c'est-à-dire ces policiers aussi ils vont recevoir l'ordre d'un supérieur hiérarchique pour dire de se retirer. Donc, c'est-à-dire que, comme la plupart sont en prison actuellement de ces policiers, donc moi je pense que même si on n'a pas de justice en Haïti, le juge qui est corrompu ou tout ce que tu veux, mais il y a un minimum de décence qui doit prouver, montrer. Ça, c'est un autre Henri qui nous parle. En parlant de décence. C'est des humains quand même, c'est pas des bêtes. Non, moi, je crois que, honnêtement, on va avoir d'autres. Ce que ça va avoir comme effet, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire, après que Jarre ait annoncé avoir participé à la chose, ça on le savait, mais son degré d'implication, il a certainement dit beaucoup d'autres choses, et c'est la technique utilisée en général. On va utiliser ça pour fragiliser les autres prisonniers. Pour dire, on a un ensemble d'éléments. Mais est-ce qu'ils sont sérieux, Jean-Emmanuel? Est-ce que tu crois que ce qui se fait... non. Tu dis qu'on va utiliser... Non, on a d'autres moyens. Parce qu'il y a une version qu'on veut donner. Il y a une version. C'est ça, il y a une version de la mort qu'on veut nous servir et qu'on est en train de nous préparer. Parce qu'il faudra, moi, différemment de mon ami Gessler, il faudra très vite passer à autre chose. Et comme Jean-Ernest Pierre, je ne pense pas qu'on va avoir de procès. On va voir probablement les gens, les uns après les autres, reconnaître leur culpabilité. Et on utilisera tous ces témoignages pour donner comment on dit ça, le ventre mené, le ventre mené à certains acteurs en Haïti. Henri ne comprend pas le ventre mené. Je suis sûr qu'il n'a pas compris le ventre mené. Jean-Ernest, oui. Mais notre blanc national n'a pas compris. Alors, merci, messieurs. Merci, Gessler. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci, Henri. Oui, mon naïveté m'a fait avancer une proposition, mais je pense qu'il faudrait la regarder de plus près. Compte tenu de la situation en Haïti, où une journaliste annonce que bientôt elle va mourir. Oui, mais c'est un mouvement aussi. C'est-à-dire, j'avais eu cette première photo et je racontais à Jean-Ernest à l'émission du matin à quel point ça m'avait empêché de dormir. Cette fille qui est apparue avec cette photo. Mais on va voir une journaliste après, il va y avoir d'autres, etc. C'est un mouvement qui est en train de prendre corps, Jean-Ernest, comme Côte Pieto Caribert. Mais oui. Et le mouvement a commencé avec Donald Trump qui a dit qu'il allait être arrêté. N'importe quoi. Je te crois plus. Oh là là. Merci, messieurs. Merci, Jean-Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-Ernest. Et puis je dis vraiment,
que j'espère qu'il ne va pas se sauver de nouveau. Notre Gessler, j'aime l'ambiance. Ouais, l'ambiance. Gessler, Mais on ne sait pas à quel moment, c'est du savon, on ne sait pas à quel moment il va te glisser entre les doigts, Gessler. Non. Moi, quand la soupe est chaude. Pour l'instant, on est ensemble. On va prendre une émission à la fois. Merci à Jess Pierre, merci à tous les autres. Corny Mézier, merci. On se retrouve samedi prochain pour une autre émission de Grâce Matinée. Oui, mais je l'ai dit, hein, Henri. Hein, oui? Henri S. Gessler. Merci, au revoir. À la prochaine. Tandem, bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises.